Après les titres, place au développement et on commence avec l'Assemblée nationale. La loi sur la répartition des sièges a été retournée au gouvernement pour être toilettée. Cette décision a été prise en plénière ce samedi après la réplique du vice-premier ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab. Figurant à l'ordre du jour, la motion de défiance contre le ministre des Transports n'a pas été examinée suite à l'absence du ministre pour raison de santé. Cette motion est toujours valable. Elle peut être validée lundi. Crispin Chibas. Après avoir reçu les avis de la représentation nationale, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Évariste Bochab, a effectué sa réplique ce samedi en plénière au Palais du Peuple. En conclusion, le projet de loi portant répartition des sièges a été retourné au gouvernement pour être toiletté après la présentation des écueils qui persistent par la représentation nationale. C'est là avec l'implication de la Commission électorale nationale indépendante. Si nous avions accepté et que nous disions que nous vous envoyons ce projet de loi au niveau de la commission va faire quoi? La commission ne va pas inventer des chiffres. La commission n'établit pas le fichier électoral. Ça c'est un. Et de deux, comme le président l'a dit, on n'a pas le temps pour ça. Parce que si nous acceptons de prendre ça au niveau de la commission, nous devons l'examiner et nous devons envoyer ça dans le cadre de la navette parlementaire au niveau du Sénat. Ça ne sortira pas. Dans sa communication, le président de l'Assemblée nationale, Obemi Dankou, a motivé cette décision par l'exigence temporelle, étant donné que le Parlement congolais sera en vacances parlementaires à partir de ce 15 juin 2015. Autre sujet à l'ordre du jour, c'est la motion de défiance contre le ministre des Transports et Voies de Communication qui n'a pas été examinée suite à l'absence du ministre Kalumba Mwanangongo pour raison de santé. Après cela, une délégation composée des députés de l'opposition et de la majorité présidentielle a été diligentée pour se rendre compte de l'état de santé du ministre et faire rapport à la plénière le lundi prochain. Si le ministre s'est rétabli d'ici lundi, il suffira la motion de défiance lundi. Et si le ministre ne se rétablit pas, la plénière en tirera les conclusions. C'est après cette plénière qu'interviendra la cérémonie officielle de clôture de la session ordinaire de mars. Tour cycliste international de la RDC, le go a été donné comme prévu ce samedi par le Premier ministre Matata Ponyo à la tribune officielle de Kindu au Maniema pour ce lancement de la 3e édition. La ville de Kindu a été en effervescence suite à l'ambiance qui a régné durant les préparatifs jusqu'au go lancé ce samedi. Retour sur cette étape en images. La population a convergé par milliers à la tribune centrale où les officiels s'installaient au moment où les athlètes se mettaient en condition et préparaient leur bécane pour la course. À leur hache, Matata Ponyo Mapon donne le go. C'est donc parti pour le 90 km à parcourir du siège de l'Assemblée provinciale en passant par le boulevard Joseph Kabila Kabangé avant de contourner la cathédrale de Kindu jusqu'à la station-service Koitro. Partout, l'engouement du public était à son comble. Ce public venu nombreux applaudir ce premier événement international que leur ville organise et rendre hommage au chef de l'État qui tient à réaliser sa vision du développement du Maniema. La preuve est que Kindu est transformé en peu de temps. Les cyclistes ont rivalisé de prouesses à travers les avenues macadamisées de l'ex-Port en Pain. Le chef du gouvernement a expliqué les circonstances de lieu et de temps qui ont prévalu à l'organisation de cette compétition internationale. C'est un programme du président de la République. L'un des volets importants de son programme, c'est la pacification et la sécurisation de l'ensemble du territoire national. La province du Maniema, comme la plupart des provinces de l'Est, sont des provinces qui étaient meurtries par la guerre. Il était impossible d'imaginer qu'un tour cycliste international réunissant les compétiteurs africains et européens puisse commencer à Kindu. Il était aussi inimaginable que ces tours passent par la ville de Goma, qui est une ville meurtrie par plusieurs années de guerre. Et donc,
le lancement de ce tour cycliste dans l'est du pays, particulièrement à Kindu, est un symbole manifeste de la paix, de la sécurité, de l'unité, mais aussi du progrès économique de notre pays. Et pour la première étape longue de 80 km parcourue dans un circuit fermé, c'est l'Angolais Igor Silva qui l'a emporté et le Congolais le mieux classé a occupé la 4e place, Evea Etum. La délégation se trouve actuellement à Goma où se déroulera la 2e étape prévue ce dimanche, Matata Pogno. Comme toutes les délégations se réjouissent du bon déroulement de cette compétition qui démontre combien la RDC est nettement avancée en termes d'infrastructures routières et combien la paix est rétablie sur une grande partie du territoire national. On les écoute. L'accueil, c'est formidable. Si tu vois combien de monde il y a ici, c'est incroyable. Jamais vu. L'aéroport, par les infrastructures au niveau de l'aéroport, par l'accueil, les véhicules, les routes goudronnées, mieux qu'ailleurs, partout où nous sommes passés, à part Kinshasa bien sûr, et aussi les sites hôteliers, avec Internet. Pour moi, c'est ma première fois, pour lui, c'est la 2e fois ici. Ben, c'est propre ici, oui. Dans l'actualité également, le ministre d'État et ministre du Budget Michel Bongongo, accompagné de la vice-ministre Ernestine Nyoka, vient de lancer officiellement ce vendredi au Fleuve Congo Hotel une commission d'enquête. Cette commission aura pour tâche d'ordonnancer le suivi du paiement pour le déroulement de l'exécution de la paye des agents et fonctionnaires de l'État sur l'ensemble du territoire national. Après la découverte des réseaux mafieux qui détournaient mensuellement des sommes d'argent lors de la paye des fonctionnaires de l'État, le gouvernement central est plus que déterminé à démanteler ces réseaux. Voilà qui justifie la tenue de ces travaux de redéfinition des termes des références de la commission d'enquête mise sur pied. Le lundi, nous espérons ensemble étudier, analyser ces termes de référence en tenant compte des expériences des uns et des autres. À en croire la vice-ministre du Budget, l'organisation de ces équipes de contrôle rentre dans la vision du chef de l'État. Je crois que le peuple congolais a suivi depuis le début que le Premier ministre, chef de gouvernement, a donné une instruction particulière, celle de pouvoir démanteler les réseaux mafieux. Bien évidemment, c'est une action qui cadre avec la vision du chef de l'État qui essaie de voir le Congo devenir à l'an 2030 un Congo émergent. Mais pour que l'on devienne un Congo émergent, il va falloir élaguer tout ce qui est aspect négatif qui ne permet pas au peuple congolais, aux fonctionnaires de manière générale, de pouvoir progresser, sinon de s'épanouir dans le travail qu'ils font. La journée d'aujourd'hui a porté essentiellement à organiser ceux qui vont faire partie des équipes de contrôle. Et donc, après la théorie, en fait, nous passons maintenant à la pratique. Cette commission d'enquête facilitera l'encadrement de l'opération de paie sur toute l'étendue du territoire national. Elle est composée des inspecteurs des finances, des syndicalistes, d'un délégué du ministère des Finances, du budget, de la fonction publique et de l'enseignement supérieur et universitaire. Sécurité dans la partie est de la République, c'est en principe en août prochain que doit s'achever le processus de rapatriement des ex-rebelles du M23, recommandation formulée vendredi 12 juin par les chefs d'État de la CIRGL, laquelle recommandation a suscité la réaction positive d'Alphonse Toumba-Luaba et François Mamba, respectivement secrétaire exécutif de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Une délégation du gouvernement congolais, conduite par le vice-ministre de la Défense nationale, a séjourné début février dernier à Kigali, où elle a signé un communiqué avec les autorités rwandaises sur le rapatriement des ex-rebelles du M23. Au total, 453 éléments sont identifiés par ce communiqué. Ils avaient traversé la frontière rwandaise après leur défaite face au FARDC en novembre 2013. Plusieurs centaines de ces combattants du M23 avaient aussi pris la direction de l'Ouganda. Après la promulgation de la loi d'amnistie en RDC, certains ont accepté de rentrer au pays. 60 d'entre eux sont arrivés notamment à Bunia en province orientale. Ce processus avait débuté 11 jours auparavant avec le rapatriement des 120 ex-combattants en provenance de l'Ouganda.
Pour François Wamba, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, la demande formulée par les chefs d'État de la CIRGL le 18 mai dernier à Luanda tombe à point nommé. Il rassure qu'au plus tard, au mois d'août prochain, la RDC devrait avoir posé tous les actes qui permettraient de tirer un trait définitif comme souhaité par les accords de Nairobi. Il a toutefois précisé que tous ces ex-rebelles ne reviendraient pas en RDC. Massacre de Moutarolé, les habitants de toute l'étendue de la province du Sud Kivu attendent patiemment les résultats des enquêtes menées par une vingtaine de députés nationaux. Cette mission parlementaire avait non seulement l'objectif d'enquêter, mais aussi d'évaluer la situation sécuritaire en province. Mais le gouverneur Marcelin Séchambo annonce l'ouverture très prochainement à des audiences sur cette question. Plus de détails avec Amani Alimassi, notre correspondant sur place. Maïma et Raïa Mutomboki, ayant appartenu aux divers groupes armés, dégarnissent leur bastion du territoire de Chabunda et se dirigent vers la forêt, les uns à Istangi, Mpangu, à Walikale, dans la province voisine du Nord Kivu. Selon la société civile de Chabunda, ces militaires Maïma et Raïa Mutomboki quittent les localités de Kambale, Kabenga, Kambegeti jusqu'à Ombo Sud. La société civile de Chabunda appelle l'armée congolaise à empêcher tout mouvement de ces militaires Maïma et Raïa Mutomboki dans la zone. Mais les sources militaires de FARDC basées à Chabunda parlent de plusieurs positions conquises par les FARDC après les violents affrontements. La première position conquise par les FARDC, la localité de Lulingu, située à plus ou moins 36 km du territoire de Chabunda Centre. Les sources militaires considèrent Lulingu comme une position stratégique où les militaires Maïma et Raïa Mutomboki commençaient à se réorganiser depuis 3 jours. Une autre position conquise par les loyalistes se trouve à Tchonka, village situé également dans le territoire de Chabunda et présenté par les commandants de FARDC comme une position de rechange et de ravitaillement des militaires Maïmaï. Le même source rapporte que les FARDC ont également pris contrôle sans combat de 2 camps de miliciens. Dans leur fuite, ces miliciens ont abandonné dans ces 2 camps une grande quantité de munitions de guerre. L'objectif de ces opérations reste la neutralisation de ces miliciens et restaurer ainsi la paix au sein de la population civile. Enfin, nous venons de l'apprendre, toutes les personnes enlevées dans la forêt de Sanga viennent d'être relâchées à cet après-midi et se trouvent présentement dans leurs familles respectives. L'œuvre est des FARDC qui ont conditionné aux miliciens de libérer ces personnes avant la tombée du soleil. Amani Joseph, de Bukavu, Télé 50. Le monde a célébré ce 13 juin la première journée mondiale de l'albinisme. Le but de cette journée est de sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne et de lutter contre le rejet qu'ils peuvent parfois subir dans certaines sociétés. En RDC, une manifestation festive a été organisée à cette occasion au jardin zoologique. Nous sommes à Kinshasa. C'est un pas important en faveur des personnes atteintes d'albinisme et qui depuis très longtemps sont victimes des discriminations dans certaines sociétés. Après un combat de longue haleine, de nombreuses associations d'albinos en Afrique, mais aussi sur les autres continents, l'ONU a enfin répondu à leurs requêtes et décrété en mai dernier le 13 juin comme journée internationale des albinos en vue de sensibiliser le plus grand nombre des populations, surtout sur le continent africain, sur les violences et discriminations que subissent les personnes atteintes d'albinisme et recueillir des propositions pour les endiguer. Nous devons saisir l'opportunité de cette première célébration de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme pour revendiquer le droit à la vie et à la santé des personnes atteintes d'albinisme et exiger l'élimination de toutes sortes d'exclusions et d'agressions à leur encontre. Tous les États membres, les organismes des Nations Unies, les autres organisations internationales et régionales, ainsi que la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et les particuliers, sont invités à sensibiliser toutes les populations au respect et à la protection des droits des albinos, afin de mettre fin aux nombreuses violations dont ils sont victimes de par le monde. En RDC, plusieurs formations ont été organisées avant ce jour, formations qui cadrent avec la résolution 69-170 de l'Assemblée générale des Nations unies du 19 décembre 2014 qui a consacré cette journée du 13 juin de chaque année aux albinos. Une journée dont de nombreuses associations d'albinos à travers le monde attendaient beaucoup, espérant que le regard sur ces personnes
change pour de bon.